intensiviste, voilà. Nous allons vous faire part de l'expérience du suivi multidisciplinaire de patients qui ont été hospitalisés en soins intensifs et on va vous parler en fait de l'expérience qu'on a accumulée depuis qu'on a ouvert une consultation post-soins intensifs et ça c'était avant la pandémie, c'était en 2018 qu'on a ouvert cette consultation pour traiter ou pour évaluer les patients qui avaient un syndrome post-soins intensifs qui est en fait une entité très analogue, très proche du Covid long ou du post-acute Covid, où en fait on voit symboliquement les patients de la ligne C, la ligne pleine, ne reviennent pas à leur niveau de santé préalable avant la maladie qui les a amenés aux soins intensifs. Et donc c'est vraiment symboliquement très proche de ce qu'on voit avec le Covid long. Le PICS, Post-Intensive Care Syndrome, est né en 2012, c'est-à-dire qu'il y a une définition officielle et un acronyme qui a été proposé par un groupe américain avec trois composants pour les patients, une altération de santé mentale, anxiété, dépression et syndrome post-traumatique, des problèmes cognitifs de diverses natures et des problèmes physiques avec atteintes pulmonaires, neuromusculaires et physiques. Donc la coexistence de ces trois catégories a servi à définir ce qu'était le PICS au niveau des patients. Par ailleurs, il y a également l'entité PICS Family qui a été décrite avec les atteintes de santé mentale éventuellement liées à un deuil compliqué auprès des membres de la famille. Le KCE en Belgique a reconnu le PICS comme étant une entité effectivement correspondant à la définition proposée et a proposé les tests de dépistage pour les atteintes de la fonction physique, les symptômes de nature psychologique et les symptômes cognitifs. Donc, c'est des tests qui ont été choisis par le KCE. D'autres tests sont également évoqués dans la littérature. Alors, on peut concevoir que comme pour les patients qui ont nécessité des soins intensifs pour le Covid, eh bien, quand ils sont en soins intensifs, ils sont très entourés de médecins, d'infirmiers, de diététiciens, de kinés. Et puis, quand les patients et les proches sont très entourés, ensuite, ils sont transférés, quand ils vont mieux, dans des salles d'hospitalisation, où là, ben, il y a moins de professionnels de santé par patient. Donc, le patient est un peu plus laissé à lui-même, ainsi que les proches. Et puis, quand il rentre à la maison, il n'y a plus que le médecin traitant qui, en fait, est son correspondant de santé. Alors, ça a été également décrit dans ce papier publié dans le New England cette année-ci, qui montre qu'en fait, il y a une chronologie et une série de symptômes. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais je vous recommande cet article qui est en open access dans le New England, avec les séquelles physiques pour le patient, les séquelles mentales pour le patient et également les atteintes au niveau de la famille et des soignants. Et c'est vraiment, ce papier fait très bien la synthèse sur ce problème de santé publique, ce qui se passe en post-aigu, en post-séjour en soins intensifs. Au niveau sociétal, eh bien, il est évident que l'impact sur l'employabilité, c'est une étude américaine qui a quantifié cela, eh bien, on a ici à 3 mois et à 12 mois les patients qui sont passés par les soins intensifs avant le Covid, eh bien, il n'y a plus que 40 à peu près qui travaillent à temps plein, donc 30 à temps plein à 3 mois, 40 à 12 mois travaillent à temps plein, alors qu'ils travaillaient tous avant d'être admis en soins intensifs, quelle que soit la raison. Donc, il y a un impact au niveau de la capacité de travail d'un séjour en soins intensifs qui est certainement très sous-estimé, qui peut être lié aux problèmes cognitifs, aux problèmes physiques, aux problèmes de santé mentale ou éventuellement à d'autres atteintes. Donc, pour ceux que ça intéresse, on a publié un article de formation là-dessus dans la revue médicale de Bruxelles et pour continuer notre page de publicité, éditer un livre avec Elie Azoulay qui vient de Saint-Louis à Paris et Margaret Herridge de Toronto, où des spécialistes du monde entier ont écrit chacun un chapitre sur les différents composants du syndrome post-soins intensifs.
Il est probable que la définition, d'ailleurs, devrait évoluer avec d'autres problèmes qui vont être probablement découverts pour autant qu'on les suive et qu'on cherche à les diagnostiquer, la fatigue chronique, la vulnérabilité, les dysfonctions endocriniennes, des problèmes de sommeil, etc., pourraient aussi faire partie de l'entité étendue soins intensifs. Et donc, on s'est attaché à ce problème, on a obtenu des fonds privés et c'est grâce à ça qu'on a pu lancer une consultation. Donc, c'était le fonds Gert Noël géré par la Fondation Robaudouin qui, en 2019, nous a octroyé de quoi payer les professionnels de santé impliqués dans cette clinique de follow-up des patients. Alors, nous sommes pluridisciplinaires, donc kinés, psychologues, infirmiers, médecins, et pour multidisciplinaires, multiprofessionnels. Le but de notre programme, c'est d'une part d'évaluer au niveau du patient les dysfonctionnements et de proposer des prises en charge spécifiques adaptées aux médecins traitants qui gèrent la suite et jugent de l'opportunité des prises en charge. Au niveau des équipes soignantes, c'est très important aussi. Vous savez qu'il y a évidemment beaucoup de burn-out au niveau infirmier, mais aussi d'autres professionnels de santé. Avoir un patient qui revient 3 ou 6 mois après être sorti en étant sur ses 2 pieds, en étant capable de communiquer avec l'équipe soignante, c'est quelque chose qui est très valorisant pour les professionnels de santé. Et alors, bien sûr, au niveau de la qualité des soins de l'institution, c'est aussi quelque chose qui améliore la prise en charge. Très pratiquement, et Marianne va vous donner les résultats de la comparaison entre Covid et non-Covid, ce qu'on fait, c'est qu'à la sortie des soins intensifs, 2 semaines après, et 3 mois et 6 mois après la sortie des soins intensifs, on pratique systématiquement des tests sur la fonction physique, des tests cognitifs comme le MOCA et des tests de santé mentale, des échelles de dépistage, HADS, IESR ou des échelles de qualité de vie subjective. Au niveau physique, on fait donc des hand grips, c'est-à-dire un dynamomètre où on demande au patient de serrer le plus fort possible une poignée. On lui fait un test de marche de 6 minutes quand on le revoit en consultation et on évalue son autonomie par l'index de Barthel, qui est un index composite. Alors, sont apparus dans la littérature des comparaisons entre patients Covid et non-Covid. Il y a des patients non-Covid, c'est la partie supérieure de la DIA, qui ont été suivis jusqu'à 5 ans et même 10 ans après leur sortie de soins intensifs. Et ici, des patients Covid chez qui on a rapporté divers niveaux, diverses fréquences et sévérité d'atteinte dans les différents domaines. Et je passe la parole à Marianne pour la suite. Conclusion, en fait, le syndrome post-soins intensifs est un problème de santé publique sans doute trop peu connu, qui nécessite une prise en charge au long cours hospitalière et post-hospitalière multidisciplinaire. Le Covid long est probablement une variante de ce syndrome post-soins intensifs et la prise en charge, finalement, lors de la pandémie, a été associée à une meilleure récupération des patients, comme Marianne vous l'a montré, en tout cas pour la cohorte de patients qui a eu besoin de soins intensifs. Quelque part, peut-être que, entre guillemets, grâce à la pandémie, on va pouvoir améliorer la prise en charge des patients post-séjour en soins intensifs. Ça nécessite de la multidisciplinarité, de la patience, de la persévérance, de la flexibilité et bien sûr de l'auto-évaluation. Et voici la dernière dia. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Charles et Marianne. 1 minute pour des questions, Dr Bess. Bonjour, merci beaucoup de cette présentation parce que, évidemment, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. J'ai remarqué dans ma clinique personnelle